Alors, on plonge. Je voudrais vous présenter Mark Skinner, qui va faire la première communication. Il est président et chef de la direction de l'Institut pour l'avancement de politique, l'Institute for Policy Advancement à Washington. Il est le chercheur principal de l'étude PROBE. Il va nous parler aujourd'hui des données PROBE en mettant l'accent plus particulièrement sur l'hémophilie légère. Bon après-midi. La dernière fois que j'étais au Chat du Niagara, j'avais 2 ans. Je ne sais même pas si à l'époque on était venu du côté canadien. C'est fantastique de regarder par la fenêtre et de voir tout cela. Merci de m'inviter à revenir. Ça fait déjà un certain temps que j'étais à une de vos réunions. Bon, alors, je regarde mon chronomètre. Voilà. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous parler des données PROBE. Vous avez probablement déjà entendu une partie de ce que j'ai dit de la question lors d'un webinaire. Au début de l'année, je suis de plus en plus convaincu du fait qu'il reste beaucoup de travail que nous devrons faire collectivement pour ces gens qui vivent avec une hémophilie bénigne. Moi, je vis avec une hémophilie sévère. Ma mère a une hémophilie légère. Les conclusions que je vais vous présenter sont liées aux observations de l'étude PROBE. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai appris à propos de la situation de ces patients souffrant d'hémophilie légère au Canada. Je vais vous parler ensuite des données découlant de cette étude PROBE au Canada et dans le monde. L'étude Dynamo avait des données à partir du Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Italie. Et une des observations, c'est que l'âge du diagnostic et l'âge du premier saignement, vous verrez en jaune tout ce qui est en fait léger, c'est surligné en jaune. Ce sera plus facile de suivre. Vous voyez l'âge de le diagnostic, c'était environ à 5 ans, premier saignement à l'âge de 11 ans et l'âge du premier saignement de l'articulation, c'est vers 15 ans. Ce n'est pas simplement pour le Canada, ça vous donne un petit peu une idée des retards mis à établir, à reconnaître. Bon, il y a 2 choses que nous avons appris un peu plus tard dans cette étude. Il y a une autre étude qui a fait avec le groupe d'études IPSG. On avait donc une cohorte de 51 personnes, dont 5 avaient une hémophilie légère. On savait qu'on considérait que les taux de saignement étaient faibles pour les genoux, même à 0. Lorsqu'on a regardé l'imagerie, on a vu qu'il y avait déjà des changements dus au tissu mou, un petit peu comme pour les hémorragies, pour les hémophilies plus graves. Malgré la faible fréquence de ces blessures et de ces saignements articulaires, il y a en fait atteinte. Voilà des données pour le Canada d'il y a 1 an du registre pour les troubles de la coagulation que vous connaissez. Ce sont le taux de saignement par gravité. Ça confirme ce que l'étude précédente montrait. Le taux de saignement est assez faible, mais on n'est pas 0. Nous avons un bon échantillon et on voit comment on peut comparer ça avec les autres cohortes. Nous avons 3 jeux de données. Non. Et on peut voir donc les classements en fonction donc de saignement spontané après blessure ou autre. Bon, une des causes premières, c'est donc un des problèmes les plus graves conséquents de cela. Lorsque ce n'est pas reconnu, c'est les hémorragies intracrâniennes. On a vu dans les études, c'est que
on a eu 3 fois à 4 fois plus de décès par hémorragie crânienne chez ceux qui ont en fait une hémophilie même légère par opposition à la population générale. Ça montre à quel point il est donc important de savoir lorsqu'il y a un cas d'hémophilie. Il y a toutes sortes de variables pour expliquer la situation. Alors, revenons sur l'étude. Au cas où vous ne la connaissez pas, le Canada est un des plus grands partenaires. Shane Jackson nous a beaucoup aidé à raffiner l'instrument de façon à présenter ces données avec sa population de Vancouver. Cette étude est une étude internationale dans quelques 105 pays, plus de 15 langues. C'est un questionnaire qui porte sur les données démographiques, sur également l'âge et également des auto-évaluations et auto-rapports par le patient. Et on a également un élément sur la qualité de vie pour faire une comparaison avec la population générale. On a validé tout cela avant publication, mais les domaines qui ont été le plus dépendants, qui étaient les paramètres les plus importants, la douleur, l'indépendance, l'éducation, l'emploi, la vie familiale, la mobilité et l'état de santé générale. Donc, de voir ce que ça veut dire que de vivre avec l'hémophilie. Voilà les données mondiales. On a publié il y a à peu près un an et demi sur intitulé « Est-ce que l'hémophilie non sévère, est-ce que c'est vénère ?» En réponse, en 2 mots, c'est non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a des données qui viennent de toute cette étude probe, quelques 10 000 personnes couvertes par cette étude, mais à l'époque, c'était 800 personnes sur l'ensemble, donc, qui à l'époque avaient déclaré une hémophilie modérée ou légère, et on a examiné de plus près, en fait, les sujets masculins. On verra pour les femmes un peu plus tard. L'âge, alors vous avez là donc les groupes témoins, légers, modérés, ce n'est pas tout à fait la même répartition. Il y a dans les modérés, il y a une sous-représentation et l'on avait donc cette répartition. Alors, vous voyez l'hémophilie A, l'hémophilie B, ce à quoi on pouvait s'attendre comme observation, les patients en prophylaxie et ceux qui ont également, donc les autres éléments, une utilisation de prophylaxie très limitée comparée au reste. Les problèmes articulaires qui sont autodéclarés ainsi que les problèmes de réduction de l'amplitude de mouvement sont à noter. Là, on a un cliché intéressant. Et ça va dans l'idée, dans le sens de l'idée qu'il y a effectivement saignement. Ça, ce sont pour les patients qui déclarent de 0 à 2 saignements comparé aux témoins. On peut comparer ça à la situation des hémophiles graves, même au niveau le plus bas. Donc, c'est inacceptable que pour les patients légers, il n'y a que 50% de cette catégorie. Si on compare l'état prophylaxique à gauche, ça nous amène à nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On ne tolérait pas ça pour quelqu'un qui a une hémophilie grave, connaissant les effets des saignements cumulés. Une des Dans cet instrument probe, il y avait un certain nombre de questions qu'il a fallu poser pour définir ce qu'est la douleur chronique ou aiguë, telle que définie par le patient. Alors, on demandait que votre douleur, comment vous la ressentez aujourd'hui pour voir ce qu'ils vont montrer. Mais dans la vie quotidienne, ça veut dire quoi, cette douleur? On a fait des groupes focus dans quelques 18 pays et les gens sont arrivés à nous dire, bon, je souffre, mais je peux vivre avec. Alors, on a décidé de changer la question, disant, bon, c'est quoi la douleur et dans quelle mesure ça vous empêche de vous adonner à vos activités quotidiennes. Donc, on a un certain nombre d'activités telles que marcher, monter des escaliers, etc. Puis, on s'est dit, bon, une courbe ne suffit pas à tout comprendre. Bon,
Est-ce que ça vous gêne vraiment dans vos activités courantes, marcher, même jouer avec vos enfants, ne pas pouvoir vous baisser au sol? Est-ce que ça vous empêche de faire les choses que vous voulez faire? Alors, on a examiné ça pour cette population. Alors, 66% ont dit souffrir d'une douleur aiguë, 59 ont parlé de douleur chronique. On s'y attend lorsqu'on a une douleur permanente, associée très souvent avec des hémorragies. Ça devait être un sondage court, permanent. Et puis après, on a examiné le nombre d'incidents le nombre d'activités que ça pouvait gêner. Il s'agit de totaux cumulatifs qui nous donnent donc des tendances. On a notre présentation par affiche qui montre des comparaisons avant et après. Mais là, ce sont des données cumulatives. Mais vous voyez ici cette instantanée, les personnes souffrant d'une hémophilie légère ont plus de déclarations de douleurs chroniques et aiguës par rapport à la population témoin. Les activités de la vie courante, ça c'est à partir de cette liste établie par les patients eux-mêmes. Alors, on dit comment ils se sentent entre le moment où ils se lèvent, enfin, et jusqu'au moment, en fait, où ils se donnent à toutes leurs activités, se prendre leur douche, se raser, etc. Alors, toutes sortes donc de réponses, y compris effectivement le fait que ça les handicape dans leurs activités sexuelles, mais ça fait l'objet d'une publication ailleurs. Alors, on voit les pourcentages. Près de 48% des patients disent que leurs activités courantes ont été gênées. En bas, vous voyez le nombre moyen des incidents et vous voyez donc les différences entre les modérés et les bénins et les témoins. On ne peut pas parler vraiment de conditions bénignes. Et le dernier élément tiré de cette communication, c'est l'utilisation d'aide à la mobilité. Ça peut tout couvrir, des marchettes, une voiture adaptée, une canne, tout ce qui peut vous aider dans la vie quotidienne. Ici, le pourcentage de personnes qui ont déclaré utiliser une de ces aides, ça peut être même des compressions ont été suivies dans de sous-groupes. 46% ont dit qu'à un moment ou un autre, au cours des 12 derniers mois, ils avaient utilisé un de ces dispositifs pour les aider dans leurs activités courantes, beaucoup plus que ceux que l'on retrouve dans la population témoin. Ça, ce sont les données maintenant pour les sujets féminins. Je les présente pour que vous compreniez que nous n'oublions pas, nous négligeons pas les femmes. On permet aux femmes d'établir elles-mêmes leur rapport sur la façon dont elles font leur propre diagnostic. Alors elles peuvent être porteuses sans vouloir se considérer comme hémophiles, mais on a regroupé en fait toutes ces données pour prendre en considération la perception par les patientes. Ce qui est important à retirer de cela, c'est qu'il y a une déclaration plus fréquente de douleurs chroniques ou aiguës ainsi que interférences dans les activités quotidiennes et utilisation d'aide à la mobilité. Alors, quelle conclusion tirer? Il faudra voir si l'échantillon que nous avons suffit pour tirer des conclusions. La plupart des données qui ont été publiées à ce jour touchaient les sujets masculins. Voici des données pour le Canada qui ont été publiées lors d'une réunion l'année dernière par David qui était ici. C'est lui qui a fait sa recherche et qui a présenté ses conclusions au Canada. Nous avons quelques
Donc, 445 personnes vivant avec l'hémophilie et le groupe 555 au total et 201 sujets témoins. Et l'on voit ici les données pour l'hémophilie A, 88 et 43 et en prophylaxie, 77 et alors, voici une matrice pour le Canada. À partir des mêmes données, 24 des patients légers déclarent des aides à la mobilité. 67 déclarent l'utilisation de médicaments contre la douleur. Il ne s'agit pas nécessairement de narcotiques ou de médicaments prescrits sur ordonnance, mais ça peut être un médicament en vente libre, ça peut être n'importe quoi, quelque chose pour contrôler la douleur. On ne précise pas le type de maladie et la même question a été posée à tous. Bon, chez les modérés, on peut voir effectivement que même s'ils ont plus de douleur, il n'y a pas plus de prophylaxie. Les données canadiennes semblent être tout à fait conformes à ce que l'on voit ailleurs dans le monde, ce qui nous a permis de plonger davantage dans l'étude de certains sous-groupes ou certaines sous-populations. Une autre chose que l'on examine, c'est le statut scolaire ou d'emploi. Et ce que l'on voulait comprendre, c'est quel est le pourcentage des personnes avec différents degrés de gravité vous gênent dans vos activités scolaires ou au travail. Alors, ceux qui travaillent à plein temps, c'est un petit peu la même chose, même un peu plus élevé dans le groupe témoin, mais pas suffisamment élevé pour qu'on parle vraiment de grande différence. Pour les patients avec une hémophilie légère, cette gêne est plus mentionnée. Et une des choses importantes, c'est que les personnes qui prennent les décisions de prendre une pré-retraite pour des raisons de santé, c'est parce que souvent, elles ont les articulations usées, elles ne peuvent plus travailler aussi longtemps et des journées aussi longues. Alors pour vous donner une information que j'ai déjà partagée, on avait des points de référence reconnus internationalement. En plus de probes, on voit les différences dans les scores. Pour les hémophilies plus sévères, il y a certains phénomènes qui sont plus marqués, mais il y a des tendances qui sont comparables. La qualité de vie chez les patients légers, la qualité devient moins. Mais pour les autres, c'est 40 qui sont sous prophylaxie. La prophylaxie, c'est peut-être quelque chose qui mériterait d'être discuté pour tout le monde. Parce que les patients légers et modérés, lorsqu'ils arrivent à la clinique pour suivi, eh bien, on ne saisit pas nécessairement les choses qui se passent chez eux au niveau intime. Ça, c'est une étude qui nous vient d'Australie. La Fédération pour l'hémophilie d'Australie a fait une étude sur le vieillissement lorsqu'on vieillit avec l'hémophilie. Avec tous ces cas de longévité inattendue que l'on connaît, que faut-il faire pour améliorer les soins, le traitement et tout ce qui est offert par le gouvernement et d'autres sources? À droite, bon, il s'agit d'hommes avec une hémophilie légère, l'âge jusqu'à 45 ans. C'est un sous-groupe de ces données. Il y avait des données témoins pour les moins de 45 ans. Alors, ça montre le problème entre le groupe témoin et les hémophiles légers. En bas, sur le graphique en bas, on a le groupe témoin et en haut, les personnes qui vivent avec des handicaps dus à leur maladie. Et là, on a une cohorte d'âge. 21 des hommes, 21 on parlait de problèmes de mobilité, alors que c'était zéro. Alors, 71 on parlait de médicaments qu'ils prenaient pour contrôler la douleur. 32 avaient des problèmes dans leurs activités quotidiennes et 64 parlaient de douleurs chroniques, souvent dues
aux lésions et aux dommages articulaires. Alors, pour ce qui est des événements hémorragiques, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils avaient besoin qu'on les aide à comprendre ce qui se passait. Alors, que retirer de tout cela? Il y a toute une série de communications qui ont été faites. Certaines des conclusions que l'on a pu tirer, ça c'est pour c'est un groupe de recherche des États-Unis qui a fait cette publication. Le manque d'éducation adéquate sur le traitement de l'hémophilie, moins de fréquentation des centres de traitement de l'hémophilie et la communauté de l'hémophilie, le manque de reconnaissance de la problème avec le traitement adéquat des saignements, impact négatif sur les activités de la vie courante, absentéisme au travail et ou à l'école, des défis dans les relations personnelles. Les patients et hémophiles qui souffrent d'hémophilie légère ne savent pas nécessairement qu'ils ont un problème et donc ne vont pas chercher les traitements. Ça ne permet pas non plus de les guider et de les orienter. Ces données sont constantes et conformes les unes aux autres, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Australie ou ailleurs. Oui, il faut reconnaître effectivement que même dans le cas d'une atteinte légère d'hémophilie, il y a des effets sur la vie courante. Il y a un impact également sur d'autres activités telles que les activités sexuelles, mais cela fera l'objet d'une autre présentation. Alors, ma conclusion que l'on voit en bas, c'est qu'il reste du travail à faire. Il faut faire plus pour mieux comprendre la situation chez les femmes et il faudra voir si ça confirme finalement les conclusions que l'on a pu tirer pour les hommes ou ça peut être pire. Et peut-être qu'il faudra s'interroger sur ce que l'on fait dans l'environnement clinique. Que faut-il faire de différent partout, pas simplement chez les jeunes, mais pour les préparer pour un âge plus avancé, pour leur permettre d'avoir une vie active, longue et productive. Ceci étant dit, je suis à votre disposition pour vous répondre à vos questions. Cela avant de passer au prochain conférencier, si on a le temps. Mais vous pouvez en tout temps, bien sûr, m'attraper dans les coulisses ou pendant les pauses. Merci beaucoup. Ça a été un aperçu extrêmement important, mais on a du temps pour des questions. Si quelqu'un a des questions, on a 5 minutes à notre disposition pour des questions éventuellement. Peut-être que moi, j'aurai des questions pendant qu'on attend que les gens donc réfléchissent. Quelque chose m'a frappé. C'est quelque chose que j'ai vu dans d'autres communications. Les gens qui ont une hémophilie légère, on peut avoir des comorbidités. Réponse, oui, effectivement, on a une liste de comorbidités que l'on note dans les visites à la clinique. Mais je n'ai pas suffisamment étudié la chose de façon différenciée en fonction de la gravité ou du niveau de sévérité, non de population générale. On n'a pas terminé complètement l'examen de nos enquêtes. Il y a la leucémie légère, ça peut être une grosse maladie. Modéré, c'est à 5%, mais légère, ça peut être de 5% à 35%. Et vous faites une présentation comme si c'était un groupe uniforme, une entité homogène. Ce n'est pas le cas. Nous recueillons ces données de la même façon qu'on le fait dans les registres de la santé habituelle, donc pour faire la distinction entre légère, modérée ou grave. La ventilation, c'est peut-être l'essence, c'est d'intégrer on pourrait refaire la même analyse, mais à partir de travail qui a été fait en vue du congrès de l'année dernière, on pourrait voir là où il faut ventiler davantage. De 5 à 15, par exemple, il peut y avoir des lignes de rupture et de différenciation.
Il y a certainement des problèmes sur tout l'éventail, sur tout le spectre. Bon, je ne dis pas que ça permettrait de voir qu'il faut plus de prophylaxie, mais je pense que dès le départ, on peut déterminer qu'il y a plus d'éducation qui mérite d'être faite, plus de sensibilisation et d'information. David. Merci, Marc. Un appel au groupe. Ces données sont très riches. Le Canada a beaucoup contribué. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez une invitation chaque année de contribuer à ces données probes. Alors, si vous avez cette invitation, faites-le, c'est très, très important et nous utilisons ces données dans les évaluations et également dans toutes les soumissions et les présentations que nous faisons au CNSS. Vous pouvez aller chercher les données dans le site Probe et ça nous aide à faire pas mal de choses. Il est possible pour les patients de faire des comparaisons entre eux et d'autres à l'intérieur du Canada et à l'intérieur de cette étude. Et d'ici la fin de l'été, on espère que cette possibilité sera faite sur toutes les plateformes. Existe-t-il une composante pédiatrique que les parents peuvent consulter ou c'est simplement pour les adultes et stable jusqu'à l'âge de 8 ans? Alors, c'est juste que donc en 8e année, c'est à peu près l'âge où les sujets commencent à se prendre en main leur propre traitement. Ils sont capables de... Alors, donc, on n'a pas fait de ségrégation plus loin que ça pour le moment. Donc, c'est cette ligne de démarcation a été faite à partir de 8 ans, au-dessous de 8 ans. Non, ça n'a pas été fait. Merci. Merci.